Je me suis réveillé seul, sur le canapé en velours émeraude du hall de l'hôtel. J'avais froid, j'étais confuse, et toujours vêtue de ma nuisette. Mes bagages avaient disparu. Ma famille était partie sans moi. Sans un mot, sans un appel, sans rien. Juste le silence. C'est moi qui avais tout payé, les vacances, les suites de luxe, les dîners gastronomiques, les sourires hypocrites. Mais ils avaient dû penser que j'étais trop vieille, trop lente, trop facile à abandonner. Un détail qu'ils avaient dû oublier dans leur précipitation, les comptes étaient à mon nom, et avant que le soleil ne se couche, toutes les cartes de crédit en leur possession cesseraient de fonctionner. Le contact glacial du marbre de Carrare contre mes pieds nus fut la première chose qui me tira de ma torpeur. Puis, ce fut la lumière dorée du soleil de la Côte d'Azur, filtrant à travers les immenses baies vitrées du grand hôtel du Cap Ferrat. Un instant, flottant dans cette zone grise entre le sommeil et la conscience, j'ai cru rêver. J'ai cru que j'avais, d'une manière ou d'une autre, marché dans mon sommeil jusqu'ici, simplement vêtu de ma nuisette en soie bleu pervenche. Mes cheveux argentés, que je portais habituellement en un chignon strict, tombaient en désordre sur mes épaules. Ma poitrine, encore fière pour mes 72 ans, se dessinait sous le tissu délicat, une image à la fois vulnérable et étrangement provocante dans ce lieu public. Mais le murmure des voix autour de moi, le son des valises à roulettes glissant sur le sol poli, le tintement discret de la verrerie provenant du bar qui servait les premiers expressos, tout cela était trop réel, trop net pour être un songe. Je me suis redressé sur le canapé où j'avais apparemment passé la nuit, mes os protestant avec la raideur de mon âge. Le hall majestueux de l'hôtel s'étendait devant moi dans toute sa splendeur belle époque. Des palmiers luxuriants encadraient des vues imprenables sur la Méditerranée scintillante. C'était sublime, exclusif, et j'étais assise au milieu de tout cela, telle une clocharde de luxe. La voix était douce, prudente. Je me suis tourné pour voir un homme d'une cinquantaine d'années, dans un costume impeccable, s'approcher de moi. Son badge doré l'identifiait, Jean-Pierre Dubois, directeur général. Ses yeux bruns révélaient un mélange de professionnalisme et d'une inquiétude sincère que je reconnus immédiatement. J'avais vu cette même expression sur le visage de mes éditeurs lorsque quelque chose avait terriblement mal tourné avec un tirage. Monsieur Dubois, ai-je réussi à articuler, ma voix plus rauque que d'habitude. Il semble que je sois un peu désorienté. Et elle s'est approchée davantage, gardant une distance respectueuse mais assez proche pour me rattraper si je vacillais. Il s'enquérait de mon état, me demandant si j'allais bien, s'il devait appeler un médecin. La question flottait dans l'air pendant que j'essayais de reconstituer le fil des événements. Je me souvenais du dîner de la veille avec Tristan, Ambre et Chloé, au restaurant Le Cap, l'étoilé de l'hôtel. Je me souvenais du champagne, des rires forcés d'Ambre, de la façon dont Chloé avait à peine touché à son assiette pendant que Tristan dissertait sur les modifications nécessaires à ma fiducie. Je me souvenais de m'être senti plus fatigué que de coutume, de m'être excusé pour me retirer tôt. Et après, plus rien. Un vide total qui me menait directement à cet instant, à ce réveil dans un lieu public, comme une vieille femme confuse qui aurait perdu son chemin. J'ai répondu que non, je n'avais pas besoin de médecin, même si je n'étais pas certaine de la vérité. J'avais seulement besoin de comprendre. Je lui ai demandé l'heure. 9h15 du matin, madame. Mon estomac s'est noué. Nous avions prévu de prendre le petit déjeuner ensemble à 8h, puis de finaliser notre départ à 11h. Ce temps en famille que j'avais tant désiré, ces derniers moments précieux avant de retourner à Paris et de faire face aux décisions que j'avais repoussées concernant mon héritage. Puis j'ai posé la question, bien que quelque chose dans le silence embarrassé de Monsieur Dubois me donnait déjà la réponse. Je lui ai demandé où était ma famille. Il a commencé sa phrase, et je pouvais voir qu'il choisissait ses mots avec un soin infini. Il m'a expliqué que ma famille avait procédé à son départ très tôt ce matin, vers 6h30. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine, mais j'ai gardé une expression neutre. 40 ans à la tête des éditions de La Roche m'avaient appris à ne jamais montrer ma surprise ou ma douleur en public, aussi dévastatrices que soient les nouvelles. Je comprenais. Je lui ai demandé s'ils avaient laissé un message. Non, madame. Ils se sont excusés de ne pas pouvoir vous dire au revoir en personne, prétextant une urgence familiale. Une urgence familiale. Pendant que moi, la matriarche, la famille en question, je dormais, probablement drogué, sur un canapé public. L'ironie aurait été comique si elle n'avait pas été si douloureuse. Et mes affaires? Ils les ont emportées, madame. Ils ont affirmé que vous leur aviez demandé de tout emballer pour vous. Bien sûr. Chaque décision avait été calculée,
chaque détail planifié. Ce n'était pas un oubli ou un malentendu. C'était une déclaration. Je me suis levé lentement, ajustant ma nuisette et tentant de retrouver un semblant de dignité. Plusieurs clients de l'hôtel avaient commencé à nous observer, certains avec curiosité, d'autres avec ce mélange de pitié et de gêne que les gens réservent au spectacle de l'humiliation d'autrui. J'ai repris mon ton de dirigeante et j'ai demandé à Monsieur Dubois s'il lui serait possible de me fournir une chambre pour que je puisse me changer, et peut-être quelques vêtements de rechange en attendant que je règle cette situation. Il a répondu immédiatement que bien sûr, il avait d'ailleurs déjà fait préparer la suite présidentielle pour moi, sans frais supplémentaires, naturellement. Il a ajouté que sa femme faisait à peu près ma taille et qu'elle serait ravie de me prêter quelque chose de convenable. La gentillesse dans sa voix a presque brisé ma carapace. Il y avait dans sa façon de me regarder, non pas de la pitié, mais du respect, quelque chose qui me rappelait pourquoi j'étais allé si loin dans un monde d'hommes. Certaines personnes reconnaissaient l'acier, même lorsqu'il était enveloppé dans de la soie froissée. Je l'ai remercié, et pour la première fois depuis mon réveil, j'ai senti que je pourrais peut-être surmonter cette épreuve. Alors que nous marchions vers les ascenseurs, je suis passé devant le bureau de la conciergerie. La jeune femme derrière le comptoir m'a adressé un sourire de sympathie professionnelle, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'elle connaissait déjà l'histoire. Tout le personnel de l'hôtel savait probablement que Geneviève de la Roche, la femme qui avait payé la suite la plus chère pour toute sa famille, venait d'être abandonnée comme un vulgaire bagage. Dans l'ascenseur, Monsieur Dubois a maintenu un silence respectueux. Quand les portes se sont ouvertes, il m'a conduite à une suite qui rivalisait avec tout ce que j'avais connu, même au sommet de ma carrière. Des baies vitrées du sol au plafond, une terrasse privée surplombant la mer, un mobilier qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de bien des gens. Il m'a dit que les vêtements arriveraient dans quelques minutes et m'a demandé s'il pouvait faire autre chose pour moi. Je suis resté silencieuse un instant, le regard perdu vers l'horizon. Au loin, je pouvais voir la route sinueuse qui quittait la presqu'île, la route que Tristan et Ambre avaient probablement déjà empruntée, planifiant leur prochain coup, croyant avoir gagné la partie. Oui, ai-je finalement dit en me tournant vers lui. Serait-il possible d'obtenir une copie des registres de départ de ce matin? Pas les informations personnelles des autres clients, bien sûr. Juste les détails concernant le départ de ma famille. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Il était assez intelligent pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de nostalgie ou de confusion. Il s'agissait de preuves. J'ai ajouté que j'aurais également besoin d'un téléphone sécurisé et d'intimité pour passer quelques appels. Il m'a demandé si j'avais des besoins spécifiques concernant ces appels. J'ai simplement précisé qu'il pourrait prendre un certain temps, et que lorsque j'aurais terminé, les choses allaient considérablement changer. Quelque chose dans mon ton a dû lui faire comprendre que je ne parlais pas de changer de chambre ou de projet de voyage. Il a acquiescé et s'est dirigé vers la porte. Mais avant de sortir, il s'est arrêté. Madame de la Roche, si je puis me permettre. Je travaille dans l'hôtellerie depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de familles, beaucoup de dynamiques. Ce qui s'est passé ce matin, ce n'était pas bien. Ces mots ont flotté dans l'air après son départ, et pour la première fois depuis mon réveil, j'ai laissé un petit sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Tristan et Ambre avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que l'humiliation me briserait, qu'elle me rendrait plus malléable, plus désespéré de leur approbation. Ils ne me connaissaient pas du tout. Quand les vêtements sont arrivés, portés par une jeune femme de chambre au regard compatissant, j'ai découvert une tenue simple mais d'une élégance irréprochable. Une robe fourreau bleu marine, dont la coupe sobre soulignerait ma silhouette sans la contraindre, des escarpins confortables à petits talons, et même de la lingerie neuve, encore dans son emballage cartonné. L'acte de me changer fut lent, délibéré. Chaque mouvement était un rituel. Enfiler la dentelle fraîche et amidonnée sur ma peau était comme revêtir une nouvelle armure. La soie de la nuisette avait été le tissu de la victime, le crêpe lourd de la robe était celui de la stratège. Je me suis brossé longuement les cheveux, disciplinant l'argent en pagaille pour le ramener dans ce chignon bas et sévère que j'avais arboré à chaque conseil d'administration, à chaque négociation difficile de ma carrière. En me regardant dans le miroir, je ne voyais plus la femme abandonnée, mais la présidente des éditions de La Roche. L'éveil était terminé, la bataille pouvait commencer. Je me suis assise au bureau en acajou de la suite et j'ai pris le téléphone. Le premier appel était pour Claire Moreau, mon ancienne assistante personnelle, aujourd'hui avocate spécialisée en patrimoine et, heureusement pour moi, jeune retraitée. Claire était à mes côtés depuis les débuts, quand nous travaillions depuis un 2 pièces parisien en mangeant des sandwichs jambon beurre pour déjeuner. Si quelqu'un comprenait à la fois mes finances et mon cœur,
c'était bien elle. Sa voix, surprise mais alerte, a retenti à l'autre bout du fil. Elle me pensait au Cap Ferrat avec la famille. Je suis bien au Cap Ferrat, ai-je répondu, mais la famille, elle, n'y est plus. Je lui ai expliqué la situation en termes clairs et concis, sans drame, mais sans omettre aucun détail humiliant. J'ai entendu sa respiration se faire plus vive à mesure qu'elle comprenait les implications. Ces petits salauds calculateurs, a-t-elle murmuré, oubliant un instant son professionnalisme habituel. Elle m'a demandé ce que je comptais faire. Je veux que tu examines chaque accès que Tristan possède à mes comptes. Chaque carte de crédit, chaque procuration, chaque virement automatique. Tout. Et je veux que tu prépares une réunion pour mon retour. Il est temps de revoir la fiducie. Claire a marqué une pause. Elle m'a demandé si j'étais certaine, car une fois ce chemin emprunté, il n'y aurait pas de retour possible. J'étais absolument certaine. Ils avaient déjà pris leur décision me concernant. C'était maintenant à mon tour de prendre la mienne les concernant. Le deuxième appel fut pour Martin Lefebvre, mon banquier privé chez Rothschild et compagnie. Martin gérait mes investissements depuis 15 ans. Il avait vu mon empire de l'édition se transformer en un portefeuille diversifié valant plus de 40 millions d'euros. Il m'a salué, me demandant comment se passaient mes vacances en famille. Révélatrice, Martin, ai-je répondu. J'ai besoin que vous geliez immédiatement tous les comptes sur lesquels Tristan a un accès en tant qu'utilisateur autorisé. Tous. Il y eut un silence. Il s'est enquis de savoir si un incident s'était produit. Un incident qui aurait dû se produire il y a des années, ai-je pensé. Je lui ai demandé s'il pouvait le faire aujourd'hui même. Il a confirmé. Et les cartes de crédit où il est utilisateur autorisé, je veux qu'elles soient toutes annulées. Martin a hésité. Il m'a prévenu que cela allait causer un certain remous. J'ai regardé par la fenêtre les rochers de la côte, où le soleil de midi transformait la mer en une nappe d'or et de saphir. Quelque part sur l'autoroute A8, Tristan était probablement en train de découvrir que sa carte avait été refusée à une station-service. Ambre, elle, essaierait de faire un achat avec la sienne et se heurterait au même problème. Martin, j'ai bâti une maison d'édition à partir de rien, j'ai survécu à des crises économiques, à des révolutions technologiques et à la mort de mon mari. Un petit remous ne va pas me faire chavirer. Il a compris. Je lui ai alors demandé une liste complète de toutes les transactions que Tristan avait autorisées au cours des 6 derniers mois. Et pour finir, je lui ai ordonné de transférer 5 millions d'euros sur un nouveau compte, un compte auquel seul moi aurais accès. Pour demain. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant quelques minutes. Dehors, je pouvais entendre le chant des cigales se mêlant au bruit lointain des vagues et aux éclats de rire provenant de la piscine de l'hôtel. Des sons de vacances, de détente, de familles profitant de leur temps ensemble. Des sons qui ne m'appartenaient plus. Mais pour la première fois depuis mon réveil sur ce canapé froid, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme ce que j'avais toujours été, une femme qui ne se laisse pas piétiner. Une femme qui, lorsqu'on la pousse, pousse en retour. Sauf que cette fois, j'allais pousser assez fort pour tout faire basculer. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Je l'ai décroché, m'attendant à ce que ce soit clair avec une question de suivi. C'était Jean-Pierre. Il s'excusait de me déranger, mais il pensait que je devais savoir. On venait d'essayer de débiter la note de ma suite sur l'une des cartes de crédit enregistrées à mon nom. La transaction avait été refusée. Quel genre de débit? Des soins au spa. Une somme assez conséquente. La personne qui avait appelé, se présentant comme ma belle-fille, avait semblé particulièrement contrariée par le refus. Ambre. Bien sûr. Elle avait probablement décidé de célébrer sa victoire par une journée complète au spa, débitée sur mon compte. Et elle découvrait maintenant que ces célébrations prématurées avaient pris fin brutalement. Je l'ai remercié de m'avoir informé, lui indiquant que s'il y avait d'autres appels de ce genre, il pouvait les diriger directement vers mon avocate, dont je lui donnerais le numéro. Après avoir raccroché, je suis allé sur la terrasse, m'immergeant dans la chaleur sèche de l'après-midi. L'air sentait le pain et les possibilités. Au loin, les montagnes de l'Estérel se dressaient comme d'anciennes sentinelles, immuables et fortes. Comme moi. Tristan et Ambre avaient pensé que me laisser dans ce hall me donnerait une leçon sur ma place dans la famille, sur ma dépendance à leur égard. Au lieu de cela, ils m'avaient appris quelque chose de complètement différent, que j'avais gaspillé mon temps et mon amour pour des gens qui ne le méritaient pas. Mais tout n'était pas perdu.
Il y avait une personne dans cette famille qui valait peut-être la peine d'être sauvée. Chloé. Ma petite fille. Elle avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner de la veille. J'avais remarqué la façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas, une expression d'inquiétude dans ses jeunes yeux qui contrastait nettement avec l'indifférence calculée de ses parents. La question était, faisait-elle partie du plan ou avait-elle été aussi surprise que moi par cet abandon? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Mais d'abord, je devais finir ce que j'avais commencé. Je devais achever ma transformation de victime abandonnée en architecte de ma propre destinée. Le soleil se couchait derrière les montagnes quand je suis finalement rentré dans la suite. En quelques heures, j'avais méthodiquement démantelé l'accès de mes enfants à ma vie financière. Demain matin, lorsque Claire et moi nous réunirions, nous commencerions à démanteler leur accès à mon avenir. Mais alors que je me préparais à dormir cette nuit-là, dans un lit d'hôtel plutôt qu'à la maison avec ma famille comme je l'avais prévu, je ne me sentais pas triste. Je me sentais éveillé. Pour la première fois depuis des années. Il était temps que j'écrive moi-même la fin de mon histoire. Et j'avais le sentiment qu'elle allait être bien meilleure que tout ce que Tristan et Ambre avaient pu imaginer. Le lendemain matin arriva avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillé dans la suite présidentielle non pas avec la désorientation de la veille, mais avec un sentiment de détermination qui me rappelait mes débuts d'éditrice, quand chaque décision pouvait faire ou défaire l'avenir de ma maison d'édition. À 8 heures précises, Jean-Pierre frappa discrètement à ma porte, poussant un chariot de petit déjeuner, café fraîchement moulu, viennoiserie encore tiède, fruits coupés avec une précision d'orfèvre, le tout servi dans de la porcelaine de Limoges, comme si j'étais une invitée d'honneur et non une femme abandonnée par sa propre chair. Il espérait que j'avais bien dormi. Étonnamment bien, ai-je répondu. Pendant qu'il me servait le café, j'ai remarqué que ses gestes étaient précis mais sans hâte. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, une qualité que je n'avais pas rencontrée depuis longtemps, quelqu'un qui me traitait avec respect sans rien attendre en retour. Je lui ai demandé s'il y avait eu d'autres activités suspectes liées aux cartes de crédit. Un petit sourire traversa son visage. 3 autres appels la nuit dernière, l'un d'eux particulièrement véhément. Ambre, j'ai supposé. La personne ne s'était pas identifiée formellement, mais avait mentionné quelque chose à propos de malentendus familiaux et d'erreurs de la banque. J'ai pris une gorgée de café, savourant à la fois le liquide ambré et l'image mentale d'Ambre, confrontée au refus de ses cartes après des années à vivre de ma générosité. Le réveil devait être particulièrement brutal. Claire est arrivée à 10 heures précises. Je l'ai vue traverser le hall de l'hôtel avec la même élégance discrète qu'elle avait affichée pendant 30 ans à mes côtés. À 68 ans, elle restait une force de la nature, ses cheveux gris argentés coiffés en un chignon impeccable, son tailleur pantalon bleu marine proclamant qu'elle était une femme qui ne perdait pas son temps avec des futilités. Nous nous sommes brièvement étreintes dans le petit salon d'affaires que Jean-Pierre avait mis à notre disposition, avant de nous installer à la table en acajou poli. Claire a déployé plusieurs dossiers avec l'efficacité que j'avais toujours admirée chez elle. Avant de commencer, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes de lecture, je veux que tu saches que j'ai tout vérifié hier soir. Tristan a été très actif. Je me suis redressé sur ma chaise. Quel genre d'activité? Le genre qui suggère que ce n'était pas une décision spontanée, Geneviève. Au cours des 6 derniers mois, il a transféré des fonds de la fiducie familiale vers des comptes personnels à 4 reprises. De petites sommes, rien qui ne déclencherait des alertes automatiques, mais des transferts réguliers et constants. J'ai senti une pointe de glace dans mon estomac. C'était une chose d'être abandonné sur un coup de tête, c'en était une autre de découvrir qu'il planifiait ma mise à l'écart depuis des mois. Combien? 250 000 € au total. Techniquement légal selon les termes actuels de la fiducie, mais disons que cela montre une certaine orientation de pensée. Claire a étalé une série de relevés bancaires devant moi. Les chiffres racontaient une histoire que j'aurais préféré ne pas avoir à lire. Mon fils s'était systématiquement positionné pour prendre le contrôle, un petit virement à la fois. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Claire. Ambre a pris des renseignements auprès d'avocats spécialisés en droit des personnes âgées. Plus précisément, sur la manière d'obtenir une tutelle pour les personnes dont les capacités sont jugées diminuées. Les mots flottaient dans l'air comme un poison. Pendant des mois, alors que je planifiais des vacances en famille et des dîners de Noël, il planifiait ma fin de règne. J'y comprends, ai-je dit, ma voix restant ferme malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Quelles sont nos options? Claire a souri, et j'ai reconnu cette expression.
C'était le même sourire qu'elle avait affiché lorsque nous avions réussi à racheter notre premier concurrent sérieux en 1987. Beaucoup plus qu'il ne l'imagine. La fiducie actuelle te donne le pouvoir total de révoquer les accès, de changer les bénéficiaires et de restructurer complètement l'héritage. Et étant donné que tu as encore toutes tes facultés mentales, m'a-t-elle lancé un regard significatif, aucun tribunal ne remettra en question tes décisions. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Claire et moi avons travaillé avec la précision de chirurgienne. Chaque compte a été examiné, chaque accès évalué, chaque faille dans ma structure financière identifiée et corrigée. D'abord, nous avons formellement révoqué la procuration limitée que j'avais accordée à Tristan l'année précédente. Deuxièmement, nous l'avons retiré, ainsi qu'Ambre, de la liste des bénéficiaires de la fiducie principale. Troisièmement, nous avons établi de nouveaux bénéficiaires, la Fondation pour la recherche sur le cancer, la Bibliothèque nationale de France, et un troisième que j'ai laissé en blanc pour le moment. Et Chloé ? A demandé Claire lorsque nous sommes arrivés à cette section. Je me suis arrêté, mon stylo suspendu au-dessus du document. Chloé. Ma petite fille de 17 ans, la seule personne de cette famille qui avait hérité de mon amour pour les mots, de ma curiosité pour le monde au-delà des relevés bancaires et des objets de statut. Laisse-la pour l'instant, ai-je finalement dit. Mais dans une fiducie distincte, une que ses parents ne pourront pas toucher avant qu'elle n'ait 25 ans. Et si elle était impliquée dans ce qui s'est passé hier ? La question m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru, mais je devais envisager cette possibilité. Chloé avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner, mais était-ce de la culpabilité ou de la complicité ? Alors elle apprendra une leçon précieuse sur les conséquences. Et si elle n'y était pour rien, eh bien, elle aura les ressources nécessaires pour se construire une vie indépendante de ses parents. Claire a hoché la tête et a continué à écrire. Quand nous avons terminé, j'avais signé des documents qui, de fait, déshéritaient mes enfants tout en protégeant ma petite fille et en soutenant des causes qui comptaient vraiment. Il y a une dernière chose, a dit Claire en sortant un dernier dossier. J'ai obtenu les enregistrements de sécurité de l'hôtel d'hier matin. Mon pouce est accéléré. Tu les as vus ? Oui. Et je pense que tu devrais les voir aussi. Jean-Pierre avait fait en sorte que nous puissions utiliser le système vidéo de l'hôtel en toute confidentialité. Alors que les images se chargeaient sur l'écran, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et de curiosité morbide. Que allais-je voir exactement ? La première caméra montrait le couloir devant notre suite. À 5h47, Tristan est apparu le premier, traînant 2 grandes valises. Son expression était déterminée, presque triomphante. Il n'y avait aucune trace d'urgence ou de précipitation dans ses mouvements. C'était planifié. Ambre est apparue 5 minutes plus tard, portant son sac à main et parlant au téléphone. Bien que nous ne puissions pas entendre la conversation, son langage corporel était détendu, presque jubilatoire. Mais c'est la 3e silhouette qui m'a brisé le cœur. Chloé est apparue dans le couloir à 6h15, visiblement tout juste réveillée, les cheveux en désordre et l'expression confuse. Elle s'est dirigée vers la porte de ma chambre, mais Ambre l'a rapidement interceptée, la prenant par le bras et la menant vers l'ascenseur. La dernière image la montrait se retournant, regardant vers ma porte, son visage tordu par ce qui était clairement de l'angoisse. Elle ne savait pas, ai-je murmuré, ressentant un soulagement auquel je ne m'attendais pas. Chloé ne savait pas. Non, a convenu Claire. Et à la façon dont sa mère l'a traînée, il semble qu'elle aurait protesté si elle en avait eu l'occasion. Cette nuit-là, de retour dans le silence opulent de ma suite, j'ai commencé à écrire. Pas des documents légaux cette fois, mais des lettres. La première était pour Chloé. Je lui expliquais tout ce qui s'était passé, en l'assurant que je ne la tenais pas pour responsable des actes de ses parents. Je lui promettais que lorsqu'elle serait plus grande, elle comprendrait pourquoi j'avais dû prendre ces décisions. Et la deuxième lettre fut plus difficile. Elle était pour Tristan. Le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, l'adolescent que j'avais consolé à la mort de son père, l'homme qui était devenu un étranger avide. Cher Tristan, ai-je commencé, avant de m'arrêter. Cher ? Après ce qu'il avait fait ? J'ai froissé la feuille de papier et j'ai recommencé. Tristan. Hier, j'ai découvert que le fils que j'ai élevé n'existe plus. À sa place, j'ai trouvé un homme prêt à humilier sa mère pour de l'argent. J'espère que l'héritage que tu attendais valait la relation que tu as perdue. Il n'y avait rien de plus à dire. Et la 3e lettre était destinée aux directeurs des organisations caritatives qui seraient désormais mes principaux bénéficiaires. Il était important qu'ils comprennent que ce n'était pas un don impulsif,
mais une décision mûrement réfléchie de la part de quelqu'un qui voulait que son héritage ait un sens. Pendant que j'écrivais, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Tristan. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau 5 minutes plus tard. Je l'ai encore ignoré. À la 3e tentative, j'ai décidé de répondre. Geneviève de la Roche. Maman? La voix de Tristan était tendue, forcée. Dieu merci. On a essayé de te joindre. Il y a eu une terrible confusion hier. Il n'y a eu aucune confusion, Tristan. Le silence s'est étiré entre nous comme un abîme. Je ne sais pas ce que tu crois qu'il s'est passé, mais je peux tout expliquer. Il y a eu une urgence au bureau, et nous avons pensé qu'il valait mieux te laisser te reposer, dans le hall? Ai-je terminé? C'était un malentendu. Le personnel de l'hôtel a dû. Tristan, ma voix a tranché ses excuses comme un scalpel. J'ai vu les enregistrements de sécurité. J'ai vu ton visage quand tu es sorti de cette suite. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas de confusion. Il y avait seulement un plan. J'ai entendu sa respiration devenir erratique à l'autre bout du fil. Maman, je crois que tu exagères. J'exagère? Alors je suppose que j'exagère aussi à propos des virements non autorisés des 6 derniers mois. Et des consultations d'Ambre avec des avocats spécialisés dans la mise sous tutelle. Cette fois, le silence fut absolu. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il finalement dit, mais sa voix avait perdu toute conviction. Bien sûr que non. Tout comme tu ne savais rien du fait de m'abandonner hier. Tristan, je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas stupide. Si tu voulais mon argent, tu n'avais qu'à attendre. Maintenant, tu as perdu à la fois l'argent et ta mère. Maman, s'il te plaît. On peut arranger ça? Oui, on peut. J'ai déjà commencé. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Demain, je devrais faire face à d'autres appels, d'autres supplications, probablement des menaces. Mais ce soir, je voulais la paix. Je me suis servi un verre de vin du minibar, un Château Margaux qui coûtait plus cher la bouteille que ce que de nombreuses familles dépensaient en courses pour une semaine, et je suis sorti sur la terrasse. Les lumières de la baie de Villefranche s'étendaient en contrebas comme des bijoux éparpillés sur du velours noir. Quelque part dans cette obscurité, Tristan et Ambre devaient passer des appels frénétiques, essayant de comprendre comment leur plan parfait avait si mal tourné. Quelque part, Chloé devait se demander ce qui était arrivé à sa famille. Et moi, j'étais là, à 72 ans, me sentant plus libre que je ne l'avais été depuis une décennie. Demain, je rentrerai à Paris. Demain, je commencerai à construire un héritage qui compterait vraiment. Demain, j'aurai une conversation très différente avec ma famille. Mais ce soir, sous les étoiles de la Méditerranée, je savourais simplement le silence. C'était le son d'une femme qui avait enfin cessé de demander la permission de vivre sa propre vie. Le vin avait le goût de la liberté. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir avait le goût du possible. Le voyage de retour vers Paris en première classe dans le TGV ressemblait à un retour sur un champ de bataille où j'avais désormais toutes les armes. Jean-Pierre m'avait accompagné jusqu'à la gare de Nice avec la même courtoisie discrète qu'il avait montrée depuis le premier instant. Mais lorsque nous nous sommes dit au revoir sur le quai, j'ai vu autre chose dans ses yeux, du respect. Il avait été le témoin de ma transformation de femme abandonnée en architecte de sa propre destinée, et il avait compris qu'il assistait à quelque chose de puissant. Madame de la Roche, a-t-il dit avant que le chef de gare ne siffle le départ, ce fut un honneur de vous rencontrer. J'espère que l'avenir vous apportera tout ce que vous méritez. Oh, Jean-Pierre, ai-je répondu avec un sourire que je n'avais pas senti depuis des années, je suis presque certaine qu'il va m'apporter exactement cela. Pendant les 5 heures de trajet, j'ai utilisé ce temps pour planifier mon prochain coup. Claire s'était occupée de la restructuration juridique, mais maintenant venait la partie qui exigeait quelque chose que j'avais perfectionné pendant des décennies dans le monde des affaires, l'élément de surprise. J'ai appelé Tristan depuis le train. Cette fois, il a répondu à la première sonnerie. Maman? Sa voix était pleine d'espoir, presque désespérée. Merci d'appeler. Ambre et moi, nous avons parlé, et nous pensons qu'il y a eu de terribles malentendus. Tristan, les jeux interrompus doucement, j'aimerais que nous dînions ensemble ce soir. Toute la famille. Une pause de surprise. Bien sûr, maman. Bien sûr. Pas à la maison. Chez l'Ambroisie. J'ai fait une réservation pour 20 heures. L'Ambroisie.
Le restaurant le plus exclusif de la place des Vosges, le genre d'endroit où les réservations se faisaient des mois à l'avance et où un dîner pour 3 pouvait coûter le SMIC annuel. C'était exactement le genre d'établissement où Ambre se sentirait à l'aise, où elle penserait qu'elle avait gagné. Parfait, a dit Tristan, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. Nous serons là. Et maman, merci de nous donner une chance de nous expliquer. Oh, il y aura beaucoup d'explications ce soir, ai-je convenu. À ce soir. J'y suis arrivé à l'Ambroisie 15 minutes en avance, assez tôt pour m'installer et observer. Le maître d'hôtel m'a reconnu immédiatement. J'avais dîné ici des dizaines de fois pendant mes années d'éditrice, pour conclure des contrats et célébrer des succès. Madame de la Roche. Quel plaisir de vous revoir. Votre table est prête. Il m'a conduite à une table près des fenêtres à meneaux, avec vue sur la place historique. C'était une table de pouvoir, le genre d'emplacement qui faisait une déclaration sur qui l'occupait. Parfaite pour ce que j'avais prévu. À 20 heures précises, je les ai vus entrer. Tristan portait son plus beau costume, un smalto que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année précédente. Ambre avait choisi une robe que j'ai reconnue immédiatement, une Chanel probablement à 5000 €, débitée sur l'une de mes cartes avant que je ne les annule. Mais c'est Chloé qui a capté mon attention. Ma petite fille semblait mal à l'aise, presque réticente, ses yeux cherchant les miens avec une expression que j'ai reconnue comme de la culpabilité. Non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle n'avait pas pu empêcher. Maman. Tristan s'est approché, les bras ouverts, comme si nous étions une famille normale se réunissant pour un dîner normal. Tu es magnifique. Merci, Tristan. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ambre s'est glissée sur la banquette avec la grâce calculée de quelqu'un qui a passé sa vie à s'entraîner à entrer dans des restaurants chers. Son sourire était parfait, ses manières impeccables. Sa performance était convaincante pour quiconque ne savait pas ce qu'elle avait fait 2 jours plus tôt. Geneviève, a-t-elle dit, sa voix suintant une douceur feinte, je suis tellement désolé pour la confusion au Cap Ferrat. Cela a dû être si déroutant pour toi. Déroutant est un mot intéressant, Ambre. Chloé s'est assise sans dire un mot, mais je l'ai vue me jeter des regards furtifs, comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. Le sommelier est arrivé pour prendre nos commandes de boissons. Tristan a commandé le whisky le plus cher de la carte, un Macallan de 25 ans d'âge. Ambre, du champagne Ruinart. Chloé, juste de l'eau. J'ai commandé un verre du meilleur Bordeaux qu'ils avaient, un Pétrus. Alors, ai-je dit une fois le sommelier éloigné, racontez-moi cette urgence qui vous a obligé à quitter le Cap Ferrat si tôt. Tristan et Ambre ont échangé un regard rapide. J'avais vu cette même communication silencieuse dans des centaines de réunions d'affaires, le moment où les gens réalisent que leur histoire n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Eh bien, a commencé Tristan, il y a eu un problème au bureau. Un client important menaçait de partir, et je devais être là pour gérer ça personnellement. Quel client? Une autre pause microscopique. Dassault. Tu sais comme ils peuvent être exigeants. Ai-je fait en prenant une gorgée de mon vin qui venait d'arriver. Et cela nécessitait qu'Ambre parte aussi? Et que vous emballiez mes affaires? Nous pensions qu'il valait mieux te laisser te reposer, est intervenue Ambre. Tu as été si fatigué ces derniers temps, et le voyage avait été long. Dans le hall? Chloé a brusquement levé la tête. Jusqu'à présent, elle avait fait semblant d'étudier le menu, mais mes mots l'ont fait réagir complètement. Que veux-tu dire? A demandé Ambre, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. Je me suis réveillé sur un canapé dans le hall de l'hôtel, Ambre. Dans ma nuisette. Sans savoir comment j'étais arrivé là. Le silence à la table était si dense que je pouvais entendre les conversations des tables voisines. Chloé semblait complètement abasourdie. De toute évidence, ses parents ne lui avaient pas raconté les détails de mon réveil. Il doit y avoir eu un malentendu avec le personnel de l'hôtel, a dit Tristan rapidement. Peut-être qu'il pensait que tu voulais dormir dans le hall pour une raison quelconque. Ma voix a tranché ses excuses comme un rasoir. Tristan, j'ai vu les enregistrements de sécurité. Cette fois, le silence fut absolu. Je pouvais voir le moment exact où Tristan et Ambre ont réalisé que leur jeu était terminé. Leurs visages se sont transformés, les masques de préoccupation familiale disparaissant pour révéler quelque chose de beaucoup moins attrayant. Des enregistrements de sécurité? A murmuré Chloé. Quels enregistrements? Les enregistrements qui montrent ton père transportant des valises à 5h47 du matin avec une expression qu'on peut difficilement qualifier d'urgente.
Les enregistrements qui montrent ta mère parlant au téléphone, détendue et souriante. Et les enregistrements qui te montrent, toi, en train d'être entraîné vers l'ascenseur pendant que tu regardais ma porte avec une angoisse évidente. Chloé est devenue blême. Maman? Papa? A-t-elle dit en se tournant vers ses parents. Vous m'avez dit que grand-mère avait eu une urgence médicale et qu'elle était déjà partie à l'hôpital. Vous m'avez dit qu'on se dépêchait de la rejoindre. Chloé, a commencé Ambre. Vous m'avez menti. La voix de Chloé s'est brisée. Vous m'avez dit qu'elle était malade, qu'elle avait besoin d'aide. C'est pour ça que j'avais l'air si inquiète. Mais vous l'avez abandonnée. Dans le hall. Comme si elle était un déchet, ai-je terminé doucement. C'est le mot que tu cherches, ma chérie. Tristan a finalement retrouvé sa voix. Maman, je peux expliquer. Oh, je suis sûr que tu le peux. Tout comme tu peux expliquer les virements de fonds non autorisés des 6 derniers mois. Et les consultations d'Ambre avec des avocats spécialisés dans la mise sous tutelle. J'ai vu tout le sang quitter le visage d'Ambre. Comment sais-tu ça? Je suis une femme d'affaires, Ambre. Je ne suis pas arrivé où je suis sans savoir comment enquêter sur les gens qui essaient de me manipuler. Le serveur est apparu pour prendre nos commandes, mais la tension à table était si palpable qu'il s'est rapidement éloigné après avoir marmonné quelque chose à propos de nous donner plus de temps. Écoute, maman, a dit Tristan, abandonnant finalement toute prétention. Peut-être que nos méthodes n'étaient pas les meilleures, mais nous avions de bonnes intentions. Tu as été différente ces derniers temps. Plus oublieuse. Nous pensions qu'il était peut-être temps pour toi de te détendre, de nous laisser gérer les choses difficiles. Les choses difficiles comme mes 40 millions d'euros? Il ne s'agit pas de l'argent. A explosé Ambre, perdant finalement son sang-froid. Il s'agit de la famille. Il s'agit de s'assurer que nous soyons tous pris en charge quand tu ne pourras plus. Quand je ne pourrai plus quoi, Ambre? Quand je ne pourrai plus financer ton style de vie. Quand je ne pourrai plus remettre en question tes dépenses. Quand je ne pourrai plus me souvenir que j'ai eu une vie propre. Ce n'est pas ça. Sa voix s'est élevée, suffisamment pour que les autres tables commencent à regarder. Nous essayons de te protéger. Me protéger de quoi? De ma propre vie? Chloé avait écouté cet échange avec une horreur croissante. Maintenant, elle s'est levée brusquement. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester ici, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne peux pas écouter ça. Elle a commencé à s'éloigner de la table, mais je l'ai arrêtée. Chloé, assieds-toi. Quelque chose dans mon ton a dû lui faire comprendre que ce n'était pas une demande. Elle s'est rassise, mais je pouvais voir les larmes se former dans ses yeux. Ta grand-mère a quelque chose à dire, ai-je continué, m'adressant à toute la table mais gardant ma voix assez basse pour que les autres tables ne puissent pas entendre. Pendant les 30 dernières années, j'ai travaillé pour construire quelque chose qui valait la peine d'être laissé derrière moi. Pas seulement de l'argent, mais un héritage. Une famille qui m'honorerait, de mon vivant comme après ma mort. J'ai pris une autre gorgée de vin, savourant le silence. Mais ce que j'ai découvert au Cap Ferrat, c'est que je n'ai plus de famille. Ce que j'ai, ce sont 2 personnes qui voient ma mort comme une opportunité commerciale. Et une jeune femme qui a été trahie tout autant que moi. Maman, a murmuré Tristan. J'ai revu mon testament, Tristan. J'ai revu tous mes comptes, toutes mes fiducies, toutes les façons dont votre vie dépendait de ma générosité. Ambre était devenue complètement immobile, comme un animal qui sait qu'il est pris au piège. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé, posant ma serviette sur la table avec la même précision avec laquelle j'avais déchiré des contrats au cours de ma carrière. Ce que je veux dire, Ambre, c'est que depuis hier matin, vous n'avez plus accès à rien qui soit à moi. Pas de compte joint, pas de carte de crédit autorisée, pas de fiducie à gérer. Rien. Tu ne peux pas faire ça. A crié Ambre, oubliant complètement où elle se trouvait. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Vous êtes des étrangers qui partagent mon nom de famille. J'ai posé 3 billets de 100 € sur la table. Cela devrait couvrir le dîner. Considérez-le comme mon dernier cadeau. J'ai commencé à marcher vers la sortie, mais Chloé s'est levée d'un bond. Grand-mère, attends. Je me suis arrêté, me retournant pour la regarder. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu sur les visages de ses parents, un amour sincère, mêlé à l'horreur de ce qu'elle venait de découvrir. S'il te plaît, a-t-elle murmuré,
je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien de tout ça. Je sais, ma chérie. Les enregistrements me l'ont montré. Qu'est-ce qui va m'arriver? La question a brisé quelque chose en moi. Voilà une jeune fille de 17 ans, découvrant que ses parents étaient capables de cruautés qu'elle n'avait même pas imaginées, se demandant si je l'accuserais de leur péché. Cela dépend de toi, Chloé. Tu as 17 ans. Dans quelques mois, tu seras majeure. À ce moment-là, tu devras décider quel genre de personne tu veux être. Si tu veux être comme eux, j'ai fait un geste vers la table où Tristan et Ambre étaient toujours assis, abasourdis, ou si tu veux être quelqu'un de différent. Je veux être différente, a-t-elle dit immédiatement. Je veux être comme toi. Pour la première fois depuis le Cap Ferrat, j'ai senti les larmes menacées de couler. Mais pas ici. Pas maintenant. Pas devant eux. Alors, quand tu seras prête, appelle-moi. Mon numéro n'a pas changé. Je suis sorti du restaurant sans un regard en arrière, mais j'ai pu entendre la voix d'Ambre monter en panique alors qu'elle réalisait enfin que son style de vie luxueux venait de s'évaporer. Dehors, l'air nocturne de Paris était frais sur ma peau. Le voiturier a amené ma voiture, et alors que je m'éloignais, j'ai pu voir à travers les fenêtres du restaurant Tristan et Ambre gesticuler frénétiquement tandis que Chloé restait assise en silence, la tête dans les mains. Au feu rouge, mon téléphone a vibré. C'était un message de Chloé. Grand-mère, je suis tellement désolé.